Manon Aubry, merci Bonjour. de nous avoir rejoints. Vous êtes la tête de liste pour la France insoumise aux élections européennes. Une liste créditée de 9% d'intention de vote dans notre dernier sondage ELAB, entre 8 et 10 selon les études. Et vous êtes la dernière invitée de notre dispositif spécial consacré à ces élections. Le jeudi 23 mai, vous débattrez avec les autres têtes de liste des principaux partis politiques. Ce sera un débat événement à 20h45 en direct sur BFM TV, bien sûr. Et vous serez interpellé ce soir par Pierre Larouturru de la liste Place Publique PS menée par Raphaël Glucksmann et interrogé avec moi par la journaliste Nora Hamadi qui est spécialiste des questions européennes. Donc voilà, je voudrais d'abord commencer, pas par l'Europe d'ailleurs, mais par la renationalisation de ce débat européen depuis quelques jours. Parfois il est dénoncé, Emmanuel Macron est intervenu, mais j'ai envie de dire, mais vous aussi, Jean-Luc Mélenchon réintervient, il est très présent dans votre clip de campagne qu'on va voir tout à l'heure, et puis vous dites aussi clairement, c'est un référendum anti-Macron. Ce débat, alors, on n'est pas là pour parler d'Europe, on est là pour parler de Macron ? Bien sûr qu'on est là pour parler d'Europe et vous n'êtes pas sans savoir que les politiques qui sont menées en France ont un lien important avec l'Europe. Plus de 40% des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale le sont en réalité, c'est une transcription du droit européen. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Emmanuel Macron, comme président de la République, applique avec une certaine forme de zèle les directives européennes, que ce soit la libéralisation du rail, qui s'est traduit par la fermeture de petites gares ou de petites lignes de train, que ce soit demain la réforme des retraites après les élections européennes, qui va mettre à mal notre système de répartition des retraites, c'est une proposition de l'Union européenne. Et que dire aussi de toutes les politiques d'austérité, de la fermeture des hôpitaux, de la fermeture des maternités, de la fermeture des écoles, qui sont la suite des recommandations. Non, ce sont les dirigeants de chaque pays, ça n'est pas la même chose. Mais vous savez, il y a un dispositif on connaît assez mal, hein, globalement l'Europe, je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus. Et il y a un dispositif que moi j'essaie de parler dans cette campagne, c'est ce qui s'appelle le semestre européen. Alors ça peut paraître du jargon hyper technique, mais très simplement, le budget, quand il est élaboré en France, en réalité, ce ne sont pas nos députés nationaux qui s'expriment les premiers dessus, mais bien la Commission européenne qui fait des recommandations dans le cadre de ce semestre européen, et donc qui dit à la France, couper un petit peu là dans le budget des hôpitaux, dans la zone euro et qu'on est coordonné avec les autres pays. Eh bien, c'est bien là où nous posons le problème. Donc vous voulez sortir de l'euro ? Non, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, les politiques économiques qui sont menées en Europe ne servent pas l'intérêt du plus grand nombre et des peuples. Quand on assèche les hôpitaux, c'est des maternités qui ferment. Et par exemple, cette femme a la maternité de Die qui a perdu son enfant parce qu'il n'y avait plus de maternité et de personnel hospitalier dans cet hôpital. Ce sont des exemples concrets où nous payons le prix de politiques économiques qui sont faites en faveur d'une minorité de personnes et non du plus grand nombre. En même temps, vous avez dit dans ce match qui a été installé depuis une semaine à peu près de façon claire, effectivement, par Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, vous dites pour autant, je ne souhaite pas que le Rassemblement national arrive en tête. Jamais. Non seulement parce que le Rassemblement national a des idées proches sur les questions sociales et économiques de la République en marche, dites-vous, mais aussi parce que j'ai toujours combattu le Rassemblement national. Jamais, dites-vous, c'est ça ? Jamais le Rassemblement national. Je vais être très claire. Oui. Si vous voulez, deux choses. D'abord, à titre personnel, moi j'ai toujours combattu le Rassemblement national. J'ai grandi dans le Var, qui est une zone où l'extrême droite a pignon sur rue, et je connais l'impact des politiques sociales. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, il y a une convergence sur certaines positions entre le Rassemblement national et la République en marche. Quand il s'agit d'autoriser le glyphosate, quand il s'agit de ne pas augmenter le SMIC, quand il s'agit aussi... pas du aussi... tout la position telle qu'elle est affirmée par la République en marche. Sont-ils en faveur de l'augmentation du SMIC ? Qui a autorisé Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais je précise que c'est pas ce qu'ils affirment après. Mais moi, je parle sur les faits. Je ne regarde pas ce qu'ils promettent, ce qu'ils ont fait. Concrètement, ils ont autorisé le glyphosate en France et en Europe. Le Rassemblement national est pour. Ils sont contre l'augmentation du SMIC. Le Rassemblement national, comme la République en marche, sont contre. Donc on voit concrètement des positions concrètes qui aujourd'hui les rassemblent. Mais ils sont en train de se désigner l'un l'autre comme des adversaires de confort, comme s'il n'y avait pas d'autres alternatives, plus d'autres alternatives, et ils nous confisquent cette élection européenne. Manon Aubry, quand même, en 2017, entre les deux tours, Jean-Luc Mélenchon n'a pas pris position. Moi, j'ai une question très simple. Vous auriez pris position ? Vous prendriez position ? Parce que vous avez dit jamais le Rassemblement national. Non, mais j'ai bien entendu votre raisonnement. Maintenant, je vous pose une question. Mais je vous redis, jamais le Rassemblement national. Mais vous voyez, on est précisément en train de nous confisquer cette élection européenne, puisque aujourd'hui, on ne doit plus que se positionner en fonction de tous les deux. C'est précisément
pas le second tour de l'élection présidentielle. Il faut le dire à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est une élection au scrutin proportionnel. Il n'y a qu'un seul tour. Alors déjouons ce duo qui nous est imposé par l'un et l'autre. Madame Loiseau, qui refuse de débattre avec moi et qui va débattre sur votre antenne. Sur mon plateau. Hein. Oui, et je vous en remercie, mais qui refuse un débat dans la durée qui permet un échange d'idées, parce que c'est relativement limité, les quelques minutes, alors qu'elle va débattre avec Jordan Bardella. Il se pose aujourd'hui comme le seul rempart... Ils sont tous les deux en tête de liste, si vous voulez, ils sont en tête des sondages. Il se pose aujourd'hui comme le seul rempart à l'extrême droite, la République En Marche, alors qu'en réalité, ils sont leur marchepied. Juste un mot, donc vous êtes interpellé parce que la question qu'on a envie de se poser, c'est aussi à quoi vont servir vos députés, si vous en avez, en fonction du nombre que vous aurez, et à quoi est-ce qu'ils vont servir étant donné votre programme. Mais effectivement, parce que quand on voit ce que vous proposez, on a un peu de mal parce que vous dites, on a un plan A, on rentre à l'intérieur de l'Europe, et puis si on n'arrive pas et on n'est pas entendu, on a un plan B. Et en quelque sorte, on fait ce qu'on veut. Mais du coup, j'ai envie de dire, mais si vous avez des élus, ils vont faire quoi au Parlement? Ils vont bouder? Madame, parce que vous ne serez pas au pouvoir. Donc, ils vont aller pour regarder ce qui va se passer à l'Assemblée européenne et ils vont dire, bon, on attend. Si est-ce que vous avez lu le plan B? Est-ce que vous avez lu notre programme? Oui, notre programme, je vous invite à le regarder. Il est disponible depuis début décembre. On prend la question européenne au sérieux, non pas comme la République En Marche qui propose son programme 15 jours avant. Et vous avez près de 40 pages de propositions de choses concrètes que nous allons faire. Chaque traité de libre-échange, vous aurez des députés insoumis pour voter contre. Glyphosate, on vote pour l'interdiction. Quand il s'agit de la libéralisation du rail et de nos services publics, nous votons contre. Quand il s'agit de faire des propositions, notamment pour réélever les objectifs en matière d'énergie renouvelable, nous allons voter pour. Quand il s'agit de défendre le congé parental, que la République En Marche, comme le Rassemblement national d'ailleurs, auquel il s'y oppose, là aussi, nous allons voter pour. Vous voyez, nous serons des députés en fait à l'image de ceux qui sont à l'Assemblée nationale, d'opposition quand il le faut, de proposition aussi quand il le faut, et nous voterons en faveur de tous les textes qui vont dans la bonne direction. Pierre Larouturru de la liste Place Publique Parti Socialiste menée par Raphaël Glucksmann vous interpelle, Manon Aubry. Oui, bonjour Manon Aubry. On a un vrai point de désaccord sur l'analyse. Quand Jean-Luc Mélenchon explique que l'Europe, on ne peut pas la bouger, que l'Europe, on ne peut pas la changer à cause de l'unanimité, c'est faux. On peut très bien avancer avec quelques pays. Par exemple, pour l'espace Schengen, le fait de pouvoir se promener d'un pays à l'autre sans faire la queue aux frontières, sans faire la queue devant la douane, on a commencé avec 5 pays. Au début, dans l'espace Schengen, il y avait 5, puis 8 pays. Maintenant, on est à 26. De même, nous, on propose un pacte climat, on a rédigé le pacte et on dit qu'on peut commencer seulement avec 9 pays, y compris si on veut calmer la spéculation, si on veut faire une taxe Tobin pour demander un peu d'argent aux actionnaires des grandes entreprises ou aux investisseurs. La Cour de justice a dit qu'on pouvait commencer avec 9 pays. Le Royaume-Uni, les Anglais n'étaient pas d'accord avec cette idée d'une taxe Tobin et la Cour de justice a dit il n'y a pas de principe d'unanimité sur ces questions, on peut avancer à 9 pays. Donc je trouve un peu dommage qu'on fasse croire aux gens que l'Europe, la seule solution c'est de la quitter ou de sortir des traités parce qu'on ne peut pas la changer. C'est faux du point de vue juridique et c'est désespérant. On peut, ce qu'on dit avec Raphaël Glucksmann, avec Anne Essel, avec Claire Nouvian, c'est qu'on peut redémarrer sur le climat, sur la justice sociale, même avec un nombre limité de pays. Et quand on voit la victoire en Espagne de nos amis socialistes, Pedro Sanchez vient de gagner les élections en Espagne, on sait qu'on aura bien 9 pays avec nous pour avancer. Réponse Manon Aubry. Alors, bonjour d'abord. Là, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension sur ce qui est aujourd'hui notre programme pour ces élections européennes. À aucun moment, nous ne disons qu'on ne peut rien faire de cette Union européenne et qu'on ne peut pas la bouger. C'est justement parce qu'on refuse le statu quo et qu'on veut se donner les moyens de sortir de cette situation qui nous empêche de faire la transition écologique que nous sommes prêts à remettre de nouvelles règles sur la table. Mais vous avez parlé de la taxe sur les transactions financières. C'est une taxe que je connais bien puisque l'ONG pour laquelle je travaillais a milité pendant plus de 15 ans pour cette taxe. Elle n'a toujours pas vu le jour, forcé de constater aujourd'hui au niveau européen, puisque les règles pour lesquelles on doit se mettre d'accord pour notamment des règles fiscales sont extrêmement complexes et il faut les simplifier. C'est un de nos objectifs. Et vous savez, je pense qu'il faut être cohérent et donc nous proposons de nous donner les moyens de faire la transition écologique en changeant les règles et en même temps au Parlement européen nous sommes cohérents en votant par exemple contre la libéralisation du rail, ce que n'a pas fait et n'ont pas fait les élus socialistes au Parlement européen ou même certains élus socialistes d'autres pays votent en faveur des traités de libre-échange. Là aussi,
Ça, j'en appelle à votre cohérence sur la transition écologique. Réaction, Pierre Larouturru? Non, mais si ça s'est pas fait sur la taxe Tobin ou si l'Europe ne fait rien sur les services publics ou sur la santé depuis 15 ans, c'est parce que la droite était majoritaire. Ça fait 15 ans que la droite est complètement majoritaire au Parlement européen et c'est pour ça qu'on a eu M. Barroso, M. Juncker, qui sont des amis des banquiers. Et là, peut-être que pour la première fois, toutes les études disent que grâce à la victoire des socialistes espagnols, grâce au fait que les socialistes sont nombreux en Belgique ou en Allemagne et qui sont très proches de nos idées, pour la première fois depuis 15 ans, peut-être qu'enfin il y aura une alternance. Peut-être qu'enfin on aura la gauche qui va gagner au niveau européen. C'est pour ça qu'on va pouvoir débloquer, qu'on va avoir une Europe qui s'intéresse à la justice sociale. Et c'est pour ça aussi que c'est dommage quand vous dites que vous allez siéger avec la gauche de la gauche de la gauche. Nous, on veut siéger pour faire bouger les choses avec le groupe des socialistes et de leurs amis. Notre but, vu la gravité de la situation, il faut agir. Et même pour démarquer 9 ou 10 pays, on peut, et il faut que la gauche soit majoritaire au Parlement. Ma difficulté, c'est là aussi, c'est la cohérence, puisque aujourd'hui, le Parti socialiste présente au Parlement européen comme candidat commun un monsieur qui s'appelle Frans Timmermans, qui est en faveur des accords de libre-échange, par exemple. Et il se trouve que les socialistes, jusqu'à présent, ont gouverné avec la droite européenne et se sont notamment mis d'accord ensemble pour désigner Jean-Claude Juncker comme président de la Commission européenne à l'heure actuelle. Les socialistes ont voté en faveur de M. Juncker il y a 5 ans. Et M. Juncker, c'est le VRP des paradis fiscaux. Tout le monde vérifiera quelle était la position des socialistes vis-à-vis de M. Juncker. Le débat à l'intérieur de la gauche est loin d'être réglé. Merci beaucoup Pierre Larouturru d'avoir interpellé Manon Aubry. On vous retrouve dans un instant. Merci Pierre Larouturru. Merci. On se retrouve avec vous dans un instant. Nous vous retrouvons Manon Aubry, la tête de liste de la France Insoumise pour ces élections européennes. Merci d'être avec nous. Nora Hamadi, journaliste spécialiste des questions européennes, vous présentez Vox Pop sur Arte. Votre question. Bonsoir Ruth. Bonsoir Manon Aubry. Bonsoir. Alors j'ai lu votre programme. Vous proposez d'abroger la directive sur le travail détaché. On sait que les travailleurs détachés en fait sont très nombreux en France, près de 500 000. Mais la France est aussi le 4e pays à envoyer des travailleurs détachés à l'étranger au sein de l'Union européenne. Est-ce que le risque n'est pas en fait de mettre en danger des pans entiers de l'économie? Beaucoup d'entreprises comptent sur les travailleurs détachés et ne trouvent pas de main-d'œuvre en France. Tout l'inverse, c'est au contraire de sauver l'économie. Parce que mettre fin au statut de travailleur détaché, c'est pas mettre fin à l'emploi. Déjà, il faut bien comprendre ce que c'est pour les téléspectateurs le travail détaché. Le concept est simple. Pour des entreprises en France, elles peuvent employer des travailleurs de l'ensemble de l'Union européenne, mais payer des cotisations sociales dans un autre pays. Donc elles vont faire leur marché, la Hongrie, la Pologne, l'Autriche, combien de cotisations sociales est le moins je peux payer. Et donc ça a un impact négatif pour les salariés en tant que tels, mais derrière pour l'ensemble des travailleurs, parce que ça nivelle par le bas. Alors, ce n'est pas l'avis de la Cour des comptes qui nous dit qu'un travailleur détaché n'est pas compétitif au niveau du SMIC, qu'en fait, avec les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires, un travailleur détaché n'est pas compétitif. Ce sont des pans de l'activité qui ne trouvent pas de main-d'œuvre. Comment vous faites? Mais vous pensez pas qu'on peut trouver de la main-d'œuvre en attirant de la main-d'œuvre, en les payant mieux? Nous, on a sur notre liste une fille qui s'appelle Marina Mesure et qui est une des meilleures spécialistes sur le travail détaché au niveau européen. Et par exemple, elle m'a montré plusieurs feuilles de paye de travailleurs détachés à 0 €. Parce que vous rajoutez au problème du statut le problème de la fraude qui est massive dans le cas du travail détaché. Est-ce que un inspecteur du travail en France ne peut pas contrôler qu'il paye effectivement des cotisations sociales en Pologne ou en Hongrie? Alors effectivement, la où ils ne collaborent même pas ensemble. C'est la question en fait du contrôle. Et il y a énormément de fraude. Et aujourd'hui, l'inspection du travail a du mal effectivement à faire des contrôles nécessaires. Notamment à cause des coupes donc, dans les budgets des inspecteurs. N'est pas tant la directive sur le travail détaché, c'est le contrôle. Moi, je me satisfais pas d'une situation qui consisterait à dire que vous êtes employé pas avec les mêmes droits que votre voisin. Si toutes les deux, on est employés pour faire le même travail, par exemple, peu importe, être maçon. Si toutes les deux, on va être maçon et qu'une entreprise m'embauche, moi, en tant que Française ici, en payant des cotisations sociales en France et vous, en payant des cotisations sociales en Autriche, eh bien, c'est ça qui crée du dumping social et qui va niveler par le bas la protection sociale de l'ensemble des travailleurs. C'est pour ça que c'est mauvais pour l'ensemble des travailleurs et qu'il faut abroger ce statut. Un petit mot, on parlait du Rassemblement national tout à l'heure. Je reviens là-dessus, je regarde les comparaisons entre vos deux programmes. Ils veulent, comme vous, renégocier les traités de l'intérieur, changer l'Europe de l'intérieur. Comme vous, supprimer
la directive des travailleurs détachés, comme vous, sortir de l'OTAN, etc. Vous aimez bien nous comparer sur le travail détaché, regardez les votes, là aussi, vous savez, moi je ne regarde que les faits. Quelle différence? Ils se sont abstenus sur la révision de la directive sur le travail détaché, nous avons voté contre, et oui, nous assumons, nous sommes le seul groupe qui se présente pour ces élections et qui a voté contre la révision du statut du travail détaché. Un autre élément de comparaison sur la question du travail, ils sont pour l'augmentation du temps de travail. Leurs partenaires en Autriche ont fait la semaine de temps de travail de 60 heures. Eh bien, nous assumons de protéger la division et le partage du temps de travail, qui est un outil fondamental de protection sociale, là où l'Union européenne a échoué aussi, puisque la seule règle qu'elle a faite, c'est la semaine de 48 heures de temps de travail, qui n'est même pas respectée par l'Autriche. Maximum. Alors, il y a aussi une question qui occupe les Européens, c'est la question des enjeux migratoires. Faut-il empêcher, Manon Aubry, les départs? Est-ce qu'il faut, par exemple, conditionner l'aide au développement, notamment dans les pays d'Afrique, pour qu'ils gèrent nos frontières extérieures? Non à cette question de conditionner l'aide publique au développement. Moi, j'ai travaillé plusieurs années en Afrique subsaharienne, dans différents pays, au Congo, au Libéria, et j'ai vu à quel point on essayait de détourner l'aide publique au développement pour faire de la militarisation de nos frontières. Et je refuse ça. Ceci étant dit, et je pense qu'il faut battre en brèche l'image selon laquelle partir et quitter son pays, on montrait sur un radeau de fortune comme on montrait sur un bateau de croisière. Pour autant, c'est toujours une souffrance. Tout le monde. Mais ce que je dis, faut pas conditionner un minimum. c'est il faut agir à la racine. Si moi je veux éviter les souffrances de ces gens-là qui, au péril de leur vie, traversent les océans, traversent la mer Méditerranée et les déserts pour espérer arriver en Europe. Et donc, il faut agir à la racine. Ça veut dire que l'Union européenne peut agir sur les accords économiques inégaux qui maintiennent ces pays en sous-développement. L'Union européenne peut agir sur le changement climatique qui va mettre sur les routes du monde d'ici 2050, 250 millions de réfugiés climatiques. Voilà comment on peut éviter les souffrances. En Europe, soyons clairs. Non, bien sûr, bien sûr. Non, on parle bien d'un chiffre mondial et la plupart sont entre l'Asie et l'Afrique et restent près de chez eux. Vous avez tout à fait raison parce qu'on agite le péril migratoire souvent et il faut relativiser. Sur l'écologie et la taxe carbone, par exemple, dans votre programme, pareil, j'ai envie de vous dire, pour vous différencier et expliquer, quelle est la différence avec Yannick Jadot qui veut, comme vous, instaurer au contraire une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne? Alors, pour que nos spectateurs s'y retrouvent en quelque sorte. Vous avez raison, c'est important. Vous savez, la différence sur ce point-là avec Yannick Jadot, c'est que le libre-échange, contre lequel s'oppose cette taxe carbone ou taxe kilométrique, est inscrit dans les traités européens. C'est-à-dire que l'objectif de la construction européenne est d'abaisser les barrières douanières aux frontières de l'Union européenne pour faire venir des marchandises de l'autre bout de la planète, comme le lait de Nouvelle-Zélande qu'on va faire venir. C'est l'autre bout de la planète alors qu'on en a trop déjà ici produit. Eh bien, si l'on veut mettre en place cette taxe que nous on appelle kilométrique. Vous êtes pour Yannick Jadot, mais aussi la République en marche est pour taxer le carbone des produits importés en Europe. Alors, tous les partis globalement sont pour. Alors, mais c'est là où je pense qu'il faut dénoncer la tartufferie de la République en marche. Moi, j'ai envie de, je sais pas, c'est un peu plutôt une bonne nouvelle. Dr Jekyll et Mr Hyde, vous avez Dr Oiseau et Monsieur Macron. Ça fait consensus, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, mais qu'a fait Emmanuel Macron? Il a soutenu, rien faire tout seul. Il a soutenu le traité de libre-échange avec le Canada, le CETA, à la suite duquel le trafic de marchandises, donc de cargo, a augmenté de 7% entre le Canada et la France. Voilà de quoi ils sont les noms. Il faut juger les actes. Emmanuel Macron, et en l'occurrence, comment peuvent-ils défendre une taxe carbone aux frontières quand ils défendent le libre-échange? Sur le TAFTA, donc le traité avec les États-Unis, il est question en fait de le rouvrir. Emmanuel Macron a posé comme condition préalable qu'il fallait que les États-Unis respectent l'accord de Paris. J'imagine que vous lui souhaitez bonne chance, que vous êtes d'accord avec lui. Eh bien, qu'il aille jusqu'au bout. Le traité avec le Canada, le CETA, n'est toujours pas ratifié par la France. Il doit passer devant l'Assemblée nationale, alors qu'ils disent à ses députés de la République en marche de voter contre. Alors là, on pourra juger sur des actes, mais c'est pas du tout la consigne qu'il leur a donnée. Le Canada a signé l'accord de Paris, contrairement aux États-Unis, qui s'en est retiré. Eh bien, dans ce cas-là, ça prouve à quel point il y a une nécessité aujourd'hui de s'attaquer au libre-échange en tant que tel, parce que oui, des produits qui viennent du Canada, qui par ailleurs produisent des OGM à consommation humaine, eh bien moi je dis que nous devons protéger nos frontières européennes, justement pour ne pas empoisonner les gens avec des OGM, et pour favoriser la consommation locale, c'est mieux pour nos emplois, et c'est mieux pour la planète. Merci beaucoup, merci à toutes les deux.